Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr, puisque on parle de presque qualité. Comment tu vas? Est-ce que ça se passe bien? Et comment se passe ce petit bain de lune? Comment que tu nous fais là pendant ces quelques jours de congé? Ben, je me remets assez mal du Covid, donc vous allez l'entendre à ma voix, et tel le Titanic, je suis une épave. Est-ce que c'est vrai que quand tu vas au soleil, ta peau brille telle du diamant et que l'histoire de Twilight a été faite sur ton amour de toi Oui, et ta femme que tu oui. avais eu comme ça? Mais j'ai inspiré le personnage interprété par Robert Pattinson. D'ailleurs, deux de ces personnages sont inspirés de ma vie, celui de Twilight et celui de Batman, bien sûr. Alors, on C'est va vrai. commencer tout de suite les news, mon cher Greg, par le point pognon, assez rapide pour vous dire que Beyoncé a réalisé ce qu'avait fait Taylor Swift, prendre la tête du box-office avec un de ses concerts, mais de manière beaucoup moins vénère. Renaissance, film by Beyoncé, a fait 21 millions de dollars pour son premier week-end aux US, un week-end américain extrêmement faiblard, après celui qui a suivi, vous savez, celui avec Hunger Games, The Wish, The Marvels, etc., Les Trolls, Napoléon, enfin il y avait eu pas mal de films qui étaient sortis à ce moment-là. Rappelons que on est dans un contexte où le mastodonte, enfin un des films mastodontes a été repoussé, qui était Dune partie 2. D'ailleurs, des nouvelles affiches de Dune part 2 que je vous invite à regarder, je les ai partagées sur Twitter, elles sont très très réussies. Et donc le film de Beyoncé est premier, il devance Hunger Games qui est resté en tête du box-office pendant 2 semaines et qui cumule 120 millions de dollars aux US. Godzilla Minus One, le nouveau Godzilla, donc version japonaise, a eu une sortie éphémère aux US et plutôt pas mal avec 11 millions pour le film. Il y a de bonnes critiques. Donc moi j'ai hâte de voir ce Godzilla Minus One qui sortira quelques jours en France au mois de décembre. Derrière, c'est la catastrophe totale pour Disney avec son film de Noël Wish, qui a récolté que 42 millions aux US en 2 semaines. Rappelons que La Reine des Neiges avait largement dépassé les 100 millions de dollars. Enfin, La Reine des Neiges 2, les 100 millions de dollars pour ses 3 premiers jours. Wish est un énorme bid. Au niveau des bids également, on a The Marvels, j'en parlerai un tout petit peu après. Et on a Napoléon. Alors pour Napoléon, rappelons quand même que c'est un film Apple et que pour Apple, on va dire les piécettes rapportées au cinéma, c'est du bonus, parce que c'est vraiment l'idée qu'en a Apple, c'est vraiment de mettre le Napoléon et Killers of the Flower Moon en vitrine sur Apple TV+, comme deux très belles productions qui iront, pourquoi pas, aller chercher des Oscars, des Golden Globes. Alors ça sera le cas bien évidemment de Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese, probablement moins pour Napoléon, qui fait polémique et qui divise un petit peu. Au niveau du classement des films de l'année, ça n'a rien changé pour l'instant, puisque Barbie est toujours très solidement en tête devant Super Mario Bros, Oppenheimer est troisième. Il n'y a pas de changement, et comme il n'y a plus de grands films qui sortiront en 2023, si ce n'est peut-être sur un malentendu, et j'ai dit grand film, mais je parle de grand film en termes de je ramène des billets verts dans la caisse. Il y a Aquaman 2, mais pareil, j'ai beaucoup de mal à croire au succès d'Aquaman 2, même si le premier a marché. Il y a aussi Wonka, avec Timothée Chalamet, qui commence la promo, et bon, pareil, j'y crois moyen, mon cher Greg, donc on verra ce qui arrive à ces films. Il y a une ressortie d'Abyss, donc de James Cameron, donc ça c'est chouette. Dans les jours qui viennent, il y a également le film Poor Things avec Emma Stone qui arrive, qui est très attendu, parce que le film a l'air très étrange. Voilà, mon cher Greg, pour tout ça. Je te laisse faire ta première news. Petit point pognon rapide. Il n'y a pas de point pigeon cette semaine. Personne n'a essayé de nous prendre pour un pigeon voyageur. Donc, du coup, on va être dans la positive attitude. Et je te laisse commencer avec ta première news. Alors moi, je voudrais juste apporter une toute petite précision sur ce que tu as dit sur du coup l'échec commercial de The Marvels. Ouais, je te le laisse. Je te le laisse, vas-y, fais-toi plaisir. C'est open bar pour toi. Très bien. Et donc du coup, le truc c'est que le succès
c'est l'échec, soyons plus directs, de The Marvel serait donc de 197 millions de dollars mondialement, donc 80 millions de dollars domestiques, ce qui en fait le film du MCU qui est le plus gros bid de l'histoire. Il a gagné moins que les 265 millions de l'incroyable Hulk. Donc on pensait que l'incroyable Hulk serait le pire de l'histoire. Eh bien non, pas du tout. Et sachant que en plus, c'est la double peine parce que The Hulk avait été réalisé pour 137 millions de budget. Donc 137 millions, il avait sans doute coûté donc 250 quand on intègre la promotion pour 260 de gagner. Donc en gros, il a dû faire 0. Et là, par contre, pour The Marvel, c'est vraiment beaucoup plus vénère parce que le film a coûté 220 millions. Donc, on estime que la promotion l'a amené à 400 millions minimum. Et là, par contre, donc les 197 millions faits, faut retirer la moitié qui va aux salles, on le rappelle, aux exploitants, distribution, etc. Donc, ça veut dire que le film a coûté à Disney 400 millions pour 100 millions récupérés maintenant. Et évidemment, le monde du Blu-ray n'existe quasiment plus, et on en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Ce qui veut dire que The Marvel est vraiment définitivement le plus gros échec de l'histoire de Marvel. Voilà. Mais l'ami Bob Iger, patron de Disney, a expliqué pourquoi, mon cher Greg. Eh bien, tu me lances tout à Marvel fait sur les propos de Bob Iger. J'essaie de retrouver ma fiche qui en parlait. Propos très drôles. D'ailleurs, on l'aurait pu mettre dans le point pigeon, ça. Il n'y a pas pensé. Alors, j'y ai pensé quand tu en parlais, mais je me suis dit, tant mieux, c'est ma news. En fait, donc Bob Iger a été interviewé. Vous allez voir qu'on va en reparler à 2-3 reprises sur des news très différentes cette semaine. Mais Bob Iger a été interviewé pour savoir qu'est-ce qu'il pensait un petit peu de l'échec de The Marvels. Et donc, il a tout de suite admis que The Marvels était considéré comme un échec. Et pour lui, c'est parce qu'il y a eu un manque de supervision. Très concrètement, il dit qu'il a manqué à cause du tournage qui était pendant le Covid. Il n'y a pas eu suffisamment d'exécutifs, donc de dirigeants de Disney sur le tournage, et que c'est directement ça qui a impacté la qualité. Ce qui est très étrange, parce que beaucoup de personnes critiquent Marvel, pour le coup Marvel et les derniers films Marvel, en disant qu'il y a tellement de contrôle, c'est tellement un film qui est sur une chaîne industrielle qui n'a pas de liberté créatrice, qui amène ça à défaut. Donc c'est vraiment à se dire qu'ils n'ont pas du tout compris ce que nous pensons du problème de Marvel. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous remarquerez qu'on est en 2023, mais qu'encore une fois, on dit que les choses sont un petit peu à cause du Covid. Il a vraiment bon dos, ce petit Covid. Et le dernier point, c'est que en fait, il explique qu'ils ont produit, et là ça c'est fou parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes pensent, mais personne ne pensait qu'il allait en parler de manière aussi directe. Il a dit que les dernières années, ils n'ont pas réussi à maintenir la qualité de production des studios Marvel parce qu'ils ont juste produit trop de contenu, et c'est pour ça qu'ils vont produire moins de contenu. On pourrait faire remarquer que ils n'ont plus les brousoufs pour faire plus de contenu, donc ça peut l'arranger de dire ça. Et c'est aussi une raison qui est facile à donner, puisqu'ils sont en train de couper des petits projets. Et donc, troisième élément, il ne faut pas oublier que l'analyse qui avait été faite sur Fandom avait expliqué que quand ils avaient regardé un peu leurs utilisateurs, ils avaient fait des grands sondages. C'est, à ma connaissance, le plus gros sondage qui est fait sur une base de fans de Marvel actuellement. L'étude avait dégagé, donc c'était déjà l'année dernière, ils avaient dégagé qu'en gros, les personnes qui viennent sur leur site, qui sont intéressées par Marvel, qu'une fois de temps en temps, avait dit que la qualité des films en ce moment faisait qu'ils ne retourneraient pas au cinéma, que les personnes qui sont les casuals, qui vont de temps en temps, attendraient de voir s'il y avait des retours positifs pour aller voir un film, et le troisième bassin de spectateurs, qui étaient les fans hardcore, qui disaient qu'ils iraient voir les films, qu'ils soient bons ou pas. Et donc, c'est une étude, certes c'est la plus grosse étude actuelle, mais c'est une étude qui laisse effectivement à penser que The Marvel a eu les fans hardcore qui sont effectivement allés le voir Day One, première semaine, et les autres qui ont fait comme il l'avait dit, qui, si le film n'était pas
film exceptionnel ne voudrait pas le voir. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir. Je reviens sur ce qu'a dit Bob Iger. Bob Iger a dit qu'il fallait être plus réaliste, je le cite, sur ce à quoi pouvait ressembler un film hit à l'époque du streaming. Et je suis très curieux de savoir ce que cette phrase peut dire, parce qu'on a un peu l'impression que c'est le monde du streaming existe et du coup, il faut plus s'attendre à des films de ouf, à des films qui font 1 milliard. Sauf que du coup, il y a des films qui sont des gros cartons cette année. Le monde du streaming est le monde du streaming pour tout le monde, et Barbenheimer est un carton dont aurait rêvé, je pense, The Marvel. Donc, je suis très curieux de savoir ce que ça veut dire, ce qu'ils vont appliquer, mais on a vraiment l'impression qu'ils regardent l'univers avec des espèces d'œillères. Comment justifier que Marvel n'est pas un succès parce qu'il y a du streaming quand d'autres films sont des succès en ce moment? J'avoue que je ne comprends pas. Et il a dit que c'était une erreur que d'avoir dilué leur contenu dans la masse du streaming. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette phrase qui est un petit peu une espèce de conclusion / un peu de menace sur la suite de ces films de Bob Iger, mon cher Car? Alors, quand il parle de film hit, il a un peu raison et un peu, c'est un peu du bullshit. T'as raison, il y a eu cette année d'énormes succès, le Barbenheimer. D'ailleurs, on a fait une vidéo pour revenir sur le phénomène de Barbie et d'Oppenheimer. Et on donne donc pour la première fois sur la chaîne notre avis sur les deux films, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Là où je dis que c'est un peu du bullshit, c'est que comme par hasard, Disney n'a pas de film milliardaire et c'est la première fois depuis 2014. Donc oui, c'est facile de dire en excuse, ah bah oui, mais vous savez, des films milliardaires, il y en a plus. Et du bullshit, parce que il y en a encore, sauf que cette année il y en a que 3, non, il y en a que 2 de films milliardaires. Il y a que Barbie et Super Mario Bros. C'est excessivement bas. Comparé à l'année dernière, il y en avait 3 par exemple l'année dernière, mais en 2019 il y en avait 9. Et les années d'avant, généralement, il y en avait 5. Donc tu vois, ça descend un peu. Ceci étant dit, pour moi, la raison, c'est pas le streaming, c'est plutôt le contexte. Alors on a eu les années creuses du Covid, bien sûr, mais on a aussi les années liées au fait que il y a des films, au niveau de la qualité, c'est pas forcément là. Et mais ça mériterait une vidéo plus large, notamment, je sais qu'on en prépare une et on en a sorti une sur la petite mort du cinéma, mais la qualité n'est pas forcément là, puis le prix des places aussi, qui fait que on se déplace moins et que pour qu'un film ait autant d'entrées, donc fasse autant de recettes, il faut qu'il y ait un vrai phénomène autour. On regarde l'année dernière, t'as Avatar, t'as Top Gun, et c'est 2 films qui ont fait énormément parler. Derrière Jurassic World, qui aurait dû logiquement faire 1,5 milliard, il a fait que péniblement 1 milliard. Alors c'est très bien, mais c'est pas suffisant par rapport aux attentes. Là, pour le coup, cette année, et c'est là où c'est une année qui est chouette à suivre pour le cinéma, c'est que globalement, les 3 plus gros succès, on les avait pas vus aussi forts. Voire on les avait pas vus venir du tout. Oppenheimer et Barbie, personne ne les avait vus. Super Mario Bros, on savait que ça allait être un succès, mais pas à ce point. Donc je trouve que Bob Iger, en point pigeon, là, il aurait été pas mal quand même sur tout ce qu'il a sorti. Et mon cher Greg, j'enchaîne et je vais te poser des petites questions puisque IMDb vient de sortir son top 10 des plus gros succès films, séries et célébrités sur leur site. Alors c'est pas le top 10 de la rédaction de l'IMDb, pas du tout. C'est les consultations de pages sur les films, les séries et les célébrités. Est-ce que là comme ça tu pourrais, sans me dire le classement, les premiers qui te viennent à l'esprit, catégorie film, il y aurait qui dans ce top 10? Ah, je sais pas, de classement de quoi, de cette année? Des films les plus consultés sur IMDb en 2023. Petit spoiler, ils sont tous de 2023. En l'occurrence. Ah, parce que j'allais te dire Dune et tout pour voir où sont les annonces, les trucs comme ça. Ouais, mais non. Eh ben, je sais pas, je donne ma langue au chat, vas-y, Car. Alors, premier Oppenheimer,
qui a été donc le film le plus consulté sur IMDb cette année, devant Barbie, Les Gardiens de la Galaxie 3, en 4, La Petite Sirène, en 5, John Wick 4, en 6 seulement Super Mario Bros, qui est le deuxième plus gros succès de l'année, en 7, ça a été un vrai succès en salle, mine de rien, et surtout aux États-Unis, c'est Five Nights at Freddy's, en 8, Across the Spider-Verse, en 9, ça va faire plaisir à Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, et en 10, ça va faire plaisir à la Warner, qui aura au moins glissé The Flash dans un top 10 de l'année. Un top 10 positif. C'est donc The Flash. Et au niveau des séries, mon cher Greg, je te le dis tout de suite, il y a une série d'Apple qui est Ted Lasso, qui est dans le classement. Et la première, c'est The Last of Us, de très très loin. Devant Ahsoka. Donc, malgré des audiences assez faiblardes d'Ahsoka, sur IMDb, alors qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont noté les épisodes d'Ahsoka, Ahsoka est la deuxième série la plus consultée. En troisième série phénomène qui est Succession. En 4, Black Mirror, un peu étonné, qui devance The Mandalorian seulement 5e, One Piece 6e, La Chute de la Maison Usher est 7e, donc Ted Lasso 8e, si vous n'avez jamais vu Ted Lasso, sautez dessus. En 9, une autre série sur laquelle il faut sauter dessus sans hésiter, c'est The Bear, de Hulu et diffusé sur Disney+. Et en 10, mon cher Greg, j'étais assez étonné de voir Gene V. Et alors, en personnalité, je pense que si on m'avait demandé avant, j'en aurais trouvé 4. Pas plus. Est-ce que tu veux que je te les dise ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, en numéro... Allez, alors je te lis, on s'en fiche du classement. Donc le premier, c'est Pedro Pascal, Mando et The Last of Us, donc bien évidemment, il est premier. En 2, je suis hyper content de l'avoir aussi haut. Bon, hyper content, c'est juste des gens qui ont cherché son nom sur IMDb, il faut pas s'emballer non plus. Mais c'est une actrice que j'adore et je suis assez étonné de l'avoir aussi haute dans le classement. C'est Mary-Elizabeth Winstead, qui en 2023 a donc joué dans Ahsoka, mais elle a aussi doublé dans la série Scott Pilgrim de Netflix. En 3, c'est plus cohérent, tu vois, je l'aurais mis dans le classement, c'est Ana de Armas, qu'on a vu notamment dans Ghosted. En 4, c'est une évidence, c'est Jenna Ortega, donc mercredi, et qui a fait beaucoup parler lors du bad buzz autour du prochain Scream. En 5, on a Bella Ramsey de The Last of Us. En 6, on a Margot Robbie de Barbie. En 7, Rebecca Ferguson de Mission Impossible, mais aussi de Dune. Dune a beaucoup fait parler en 2023. Il y a eu d'abord la promo, ensuite il y a eu le report. Là, la promo est repartie. En 8, on a Kathy Sackhoff, qu'on a vu bien sûr dans The Mandalorian. C'est Bo-Katan Kryze. En 9, j'étais étonné de la voir aussi haute. C'est Carla Gugino qui a joué dans La Maison Usher. Donc je pense que c'est la raison. Et en 10 seulement, Cillian Murphy, donc le héros d'Oppenheimer, que beaucoup de gens ont dû consulter aussi pour Peaky Blinders, puisque la dernière saison était juste avant, et qu'elle a fait beaucoup de vues sur Netflix notamment. Voilà mon cher Greg. Donc il n'y a pas, tu vois, de Chris Evans, de Robert Downey Jr., de Jennifer Lawrence malgré la sortie de No Hard Feelings. Il n'y a pas de Dwayne Johnson. C'est pas les personnes qu'on aurait pu imaginer. Mary-Elizabeth Winstead deuxième, jamais je l'aurais mis dans le top 10 et encore moins deuxième. Voilà pour cette petite news sans grande importance. Je vais du coup enchaîner tout de suite avec la mienne si ça te va. Vas-y. Du coup, je vais enquiller avec plusieurs news. Déjà, la première, c'est les acteurs de Supernatural qui sont en train de teaser la saison 16. Alors là, déjà, moi, j'ai halluciné parce que je ne savais pas que Supernatural avait 15 saisons. Mais effectivement, il y a Sam et Edin, donc les deux acteurs principaux, qui ont dit que c'était... en tout cas, ils ont largement sous-entendu que c'était en pleine discussion pour une suite et que... Pour moi, c'était fini, en parlerait tu rapidement. J'étais persuadé que c'était fini, Supernatural. Et en fait, c'est là où tu vois, et alors il y a ça, il y a le retour, j'ai vu en news le retour d'une actrice 20 ans après dans Frasier, et Frasier c'était une série sur un psy, qui était une série qui avait un public de fans, mais c'était pareil, c'était il y a 20 ans que cette série était diffusée. En fait, ce côté genre on met tellement de pognon sur la table pour faire venir tout le monde, ça se voit beaucoup quand c'est la série Obi-Wan. Mais c'est vrai sur tout ce qui a été un peu un succès sur les 30 dernières années, c'est un truc de fou. Je vais enquiller, j'avais dit que je parlerais de... Et puisqu'on parle de retour, il y a Hayden Christensen qui vient de signer un accord avec un agent qui s'appelle The Independent Artist Group. Et là, vous me dites,
Pourquoi c'est une news? Eh ben, tout simplement parce que s'il a signé avec bien un nouvel agent, c'est pour signer des nouveaux films et des nouvelles séries. Donc je pense qu'il faut s'attendre à le voir apparaître dans d'autres choses que Star Wars. Et je rappelle que c'est un acteur qui, outre Star Wars, est un excellent acteur. Je crois que ça s'appelle La Maison de Verre ou un truc comme ça, où il jouait avec Klein. C'était où il était un jeune ado à problème. Il était exceptionnel. Je disais que j'allais reparler de Bob Iger. Eh bien, Bob Iger, vous savez, le combat de quelqu'un qui a une très mauvaise presse, qui du coup pointe le doigt vers quelqu'un qui a encore un plus gros bad buzz. C'est un peu ce qu'on a pu voir. Bob Iger vient d'expliquer que le groupe Disney, suite aux positions d'Elon Musk récentes sur la guerre en Palestine, eh bien, avait retiré ses publicités de Twitter, maintenant qui s'appelle X, et Elon Musk lui a répondu Go fuck yourself en réponse. Alors, est-ce que quelqu'un a raison? Je sais pas, j'ai envie de dire, c'est des sous qui sont tellement au-dessus, mais que ça ne me regarde pas. Mais en fait, c'est incroyable à quel point, du coup, Disney est en train d'essayer de pointer du doigt une autre boîte en disant « Mais attendez, nous, on est les sympas, en fait. C'est eux qui sont pas sympas. » Et ça, c'est premier point. Et deuxième point, on le couvre pas en news parce que Twitter et l'actualité high-tech n'est pas forcément le cœur de nos news ciné, mais il y a un énorme blocus qui est en train de s'installer de beaucoup de marques autour de Twitter, et Elon Musk était en train de X, et Elon Musk était en train de dire que ça allait tout simplement tuer X. Donc, n'hésitez pas à vous créer un compte parce que... Mastodon ou Blue Sky en urgence. En tout cas, nous avons un compte Blue Sky Cult and Click, si vous voulez y aller. Le Go Fuck Yourself, c'est pas que pour Bob Iger, hein, c'est aussi pour Apple, IBM, c'est pour toutes les grosses boîtes, suite aux propos, comme tu as dit, d'Elon Musk, qui sont considérés comme antisémites et qui ont fait énormément polémique aux États-Unis. Est-ce que tu veux que je parle de Marvel, mon cher Greg ? Eh ben c'est parti, tu vas voir, il y a plein de petites news. Il y a une news qui m'a étonné. Il va y avoir une série Spider-Man noir en live action. Donc les Spider-Man noirs, c'est quoi? C'est toute une série de comics qui se déroule pour la plupart dans les années 30 avec des personnages issus de la franchise Spider-Man, mais pas que. Il y a aussi le Punisher, il y a Daredevil et tout. C'est vachement bien d'ailleurs, c'est à lire comme comics. Et il va y avoir donc une série Spider-Man noir pour Amazon Prime. Donc on vous avait dit, bon après Spider-Man c'est Sony, donc c'est pas non plus hyper ouf, mais on vous avait dit que Disney allait ouvrir un petit peu Marvel, Star Wars vers d'autres plateformes. Sony le fait déjà donc avec Spider-Man, une série live donc sur Prime avec Steve Lightfoot, donc qui a bossé sur The Punisher, comme showrunner, et Peter Parker ne sera pas le héros de cette série Spider-Man noir. Alors un exemple de Spider-Man noir, on a le personnage qui est doublé par Nicolas Cage dans Into the Spider-Verse. Donc voilà, moi je vous conseille chaudement la lecture des comics, c'est très cool. Du côté et il y a plein de personnages de Marvel qui ont leur déclinaison en noir. Spider-Man 4, le réalisateur qui avait fait les 3 premiers, John Watts apparemment aurait été viré. Et pour l'instant, du côté de Marvel et de Sony, on cherche un nouveau réalisateur. Le réalisateur Drew Goddard, qui était derrière Daredevil sur Netflix et qui a réalisé, si je dis pas de bêtises, notamment il était sur Pacific Rim Uprising, si je dis pas de bêtises, et fait partie des favoris. Je sais pas si c'est rassurant ça. Moi, ça me rassure pas. Il y a plein de rumeurs aussi sur Harrison Ford. Harrison Ford, donc, on le sait qu'il va jouer dans Captain America 4. Il aurait dû jouer Red Hulk notamment dans les Thunderbolts. Et ben apparemment Harrison Ford ne jouera pas dans le film Thunderbolt. C'est étonnant. Mais c'est vers quoi on se dirige pour Harrison Ford qui vieillit, donc peut-être qu'il en a marre aussi, puis il y a eu l'échec commercial de Indiana Jones qui a dû lui faire du mal. Kevin Feige, et on a parlé beaucoup ces dernières semaines du possible retour des Avengers. Ça a l'air de se calmer. Chris Evans a dit qu'il n'était pas au courant, Scarlett Johansson a dit qu'elle n'était pas au courant,
Et là, dans Vanity Fair, Kevin Feige a dit un truc qui a l'air vraiment de calmer tout le monde. Et, concernant le retour de Robert Downey Jr., il a dit nous allons garder ce moment de sa mort dans Endgame et ne plus y toucher. Sous-entendu, Robert Downey Jr. ne reviendra pas. Est-ce que c'est une chose évidente En tout cas, ça a l'air d'être le cas pour l'instant. Patrick Stewart, lui, s'est dit plus que chaud pour reprendre son rôle du professeur Xavier dans le MCU. Si on lui redemande, moi, je suis plutôt content d'un retour de Patrick Stewart dans ce rôle-là. Et il y a pas mal de rumeurs autour de Deadpool 3. D'abord, il y a Ryan Reynolds qui a demandé aux fans qui iraient voir le film de ne pas spoiler en sortant. Donc sous-entendu, il va y avoir des trucs dans le film qui vont être complètement dingues. Bon, on sait qu'il y a déjà Wolverine. Il y a eu plein de rumeurs sur des acteurs et actrices qui allaient reprendre leur rôle dans le film qui était dans d'autres films Marvel plus anciens. C'est notamment le cas de Jennifer Garner, qui était évoquée en retour dans le rôle d'Electra. Et comme elle est en promo du très mauvais film Netflix qui s'appelle Family Switch, et ben elle a déclaré qu'elle savait même pas de quoi on lui parlait quand un journaliste lui a demandé si c'était vrai qu'elle revenait en Electra. Elle a dit moi, je sais même pas de quoi tu me parles, mon gars. Par contre, il y a des rumeurs sur le retour d'un X-Men qui est le Crapaud, retour possible de Dan Sabre, donc le frère de Wolverine, possible retour aussi de Daphne Keane en X-23 dans Deadpool. Par contre, Owen Wilson, lui, ne devrait pas reprendre son rôle de Mobius. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Mobius était dans Deadpool 3. Ça ne devrait pas être le cas. Et si on parle vraiment cette fois de concret, on sait que l'année prochaine, 2024, il y a un film donc, du MCU au cinéma, c'est Deadpool 3. Et on sait maintenant qu'il y a 3 séries. Puisque Disney Plus a booké les programmes de l'année 2024. Il y a 3 séries Marvel. Echo. Qui sera dès janvier. On a Agatha Darkhold Diaries, la série sur Agatha Harkness, et la série que tu attends beaucoup, mon cher Greg, qui est X-Men 97, série animée. Voilà, cette X-Men 97, toujours chaud ? Évidemment, moi c'est un des premiers trucs qui m'a mis sur les X-Men à l'époque. Et ça m'a donné envie d'aller voir, parce qu'il y avait un vendeur de comics en bas de chez moi, et en bas de mon immeuble, et du coup ça m'a donné envie d'y aller régulièrement grâce à cette série, donc je l'attends évidemment beaucoup. Jean-Guy, mon cher, je tiens juste à ajouter qu'il n'y a pas que Kevin Feige qui a parlé du coup du retour de Robert Downey Jr., il y a aussi les frères Russo qui ont rappelé que Robert Downey ne voulait déjà plus revenir pour tourner la fameuse scène qui s'appelait Je suis Iron Man. Et ça, c'est une idée qu'ils ont eue au montage. Ils ont dû demander à ce qu'il y ait un reshoot. Et Robert Downey Jr. ne voulait déjà plus revenir sur le tournage. Ils ont dû vraiment le convaincre en disant ce sera vraiment qu'une phrase, etc. Parce que pour lui, il avait déjà fait ses adieux à l'équipe. Il avait déjà fait son petit gâteau pour dire c'est fini. Mais du coup, il mourrait comment ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on sait comment il mourrait s'il n'y avait pas cette phrase-là ? Il disait une autre phrase dont je ne me souviens plus et qui était vachement moins bien. Et J'en ai fini avec Marvel. Allez, meurt de la mort. Et c'est sûr que c'était quand même moins stylé. Ah non, mais j'en ai une. Il fait tu te tais, Thanos. Muy bien. Donc du coup, j'enchaîne avec les news suivantes. Alors les news suivantes, c'est on avait couvert le fait qu'il y avait plein de boîtes qui investissaient dans le podcast avec entre les grèves des scénaristes, le fait qu'il y a eu le Covid qui avait arrêté les tournages, donc il y avait eu une recrudescence très importante de podcasts. Spotify avait acheté de nombreuses sociétés de podcasts. Eh bien, le Covid est passé, la mode du podcast est en train un petit peu de passer avec elle, et du coup, eh bien, il y a dans les plus gros podcasts qui sont Heavyweight et Stolen qui appartenaient à la société Gimlet Media qui eh bien, sont sucrés et visiblement Gimlet Media donc, qui s'occupe des podcasts pour Spotify va supprimer 17% de ses employés. Donc le podcast moyen. Et comme je sais que tu aimes bien Julia Louis-Dreyfus, il est à préciser qu'elle a obtenu de la part d'Apple la mention de meilleur podcast de l'année et pour un podcast qui s'appelait Plus sage que moi, Wiser Than Me, où elle parle avec des experts qui sont donc du coup plus informés qu'elle sur des sujets.
J'enquille avec une autre news. On a parlé à plusieurs reprises du fait que la grève des scénaristes, il y avait des gros combats pour savoir est-ce que oui ou non les droits des acteurs pour s'ils sont scannés et du coup que leurs droits soient protégés, qu'on n'usurpe pas leur identité et tout. Eh bien, il faut savoir que visiblement tout le monde n'est pas de ce point de vue, puisqu'on en parlait la semaine dernière. Il y a déjà de nombreux artistes qui ont validé avec la plateforme YouTube pour que vous mettez une petite phrase et vous dites j'aimerais bien entendre Drake qui chante une chanson de Nas. Et eh bien, il y a la même chose qui est en train d'apparaître avec du coup d'autres personnages, et particulièrement des personnages, des personnalités donc, qui sont vraiment des avatars. Et on peut demander, donc Kerr peut par exemple avec sa caméra enregistrer un petit message et il est réenregistré avec, donc par exemple il y a le champion de MMA Francis Ngannou, Marc... On a le même physique. Je peux le faire tout seul. Bien sûr. Et je pense que on aurait vraiment l'impression d'avoir un jumeau, vraiment, quand vous êtes l'un à côté de l'autre avec toi et Francis Ngannou. Donc ensuite, il y a la star de K-pop, il y a Mark Tuan, il y a Jack Nicklaus, il y a pas mal d'acteurs qui ont validé le fait de vendre un peu leur image. Voilà, donc évidemment le business, c'est qu'ils sont rémunérés. Alors on ne connaît pas les deals exactement. Est-ce que c'est sur une période où ils apparaissent en IA? Mais moi, alors évidemment, le but de tout ça, c'est de gagner plus d'argent et c'est de trouver des moyens de monétiser cette technologie. Mais je me dis, mais comment, si t'es pas vraiment à la rue, si vraiment tu as pas besoin d'argent, mais ça va tellement être détourné. Les gens vont leur faire dire les pires saloperies de l'univers. C'est, moi je suis un petit peu dubitatif. Alors il y a Tom Brady qui a signé, il y a Snoop Dogg, il y a le youtubeur MrBeast. Enfin, je suis un peu surpris. Mais bon, pourquoi pas? Après tout, on va pas les engueuler qu'ils essayent de gagner des brousoufs. Ensuite, il y a la CW, vous savez, The Flash, le Arrowverse et tout ça, qui vient d'annoncer que, eh bien, ils espèrent ne plus être en déficit à partir de la fin 2025. Voilà, et ce n'est pas en bénéfice, hein, pour être plus précis, c'est arrêter de perdre de l'argent. Donc la CW qui continue de ne pas très bien aller. On enquille avec Peacock. Donc Peacock, c'est le groupe, enfin la plateforme de streaming de NBC qui, aux États-Unis, ne fait que grossir. Elle n'est pas encore présente chez nous. 30 millions d'utilisateurs viennent d'être atteints. Donc Peacock pourrait potentiellement faire un peu une HBO Max. C'est-à-dire là, pour l'instant, on a les droits des différentes séries sur d'autres plateformes, comme par exemple Netflix en France. Mais peut-être à terme, si Peacock continue de grandir, il pourrait effectivement représenter une petite part de marché et venir de notre côté. Est-ce que vous êtes content qu'il y ait encore une autre plateforme de streaming? Je vois Kerr qui est en joie. Je vois Kerr qui fait une autre plateforme à payer tous les mois. Je t'ai vu quand tu n'étais pas à l'image. Bah, ça remplit mon point pigeon. Bien sûr. Et puisqu'on parle de plateforme et de plateforme, dans les faits, dans la vérité, on est d'accord que ni chez vous, ni chez nous, on est en mode genre, mais si on payait une nouvelle plateforme? Et donc, le temps est dur pour les plateformes. Et de la même manière qu'à l'époque où il y avait CanalSat en France, et où en gros vous payez vos bouquets de chaînes, vous payez vos chaînes comiques, vos chaînes ciné, vos chaînes sport, etc. Eh bien, il y a des regroupements de plateformes qui ont lieu. Donc déjà en France, il y a plusieurs fournisseurs d'accès, Free, Canal, etc., qui fournissent des abonnements qui bundle, qui package plein d'offres. Et là, aux États-Unis, il y avait, pour l'instant, c'était, si je ne me trompe pas, c'est Netflix qui, aux US, avait refusé d'être en bundle. Et là, cette fois-ci, ils ont accepté que leur offre avec publicité soit mise en bundle avec HBO Max pour être à $10 par mois. Alors, pour l'instant, ce n'est pas clair sur savoir qui a fait des efforts pour couper, etc. Mais c'est 40% de réduction. Mais on peut y voir que, très clairement, vont commencer à apparaître des prix bundle, parce que ça va être très, très dur pour les plateformes de continuer à espérer être à 200 millions d'utilisateurs en étant la seule, alors qu'il y a un choix qui est tellement pléthorique. Enfin, c'est très, très dur pour eux.
Et ça peut être bien, ça. C'est une bonne idée, je trouve, avec les FAI, justement, qui est des bundles, parce que c'est un argument pour les fournisseurs d'accès à Internet de séduire le futur abonné en leur disant, avec nous, vous avez Netflix, Apple, etc. Parce que c'est étonnant que finalement, il y ait vraiment que Canal qui propose des offres très agressives avec Apple, avec Netflix, Disney+, etc. Alors, que Canal, mais Amazon est en train de le faire. En fait, Amazon bien sûr. devient un portail dans lequel vous achetez des films, vous achetez des plateformes. Et le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on va juste revenir à l'ancienne, où vous achetez vos packages. Inflation ou pas inflation, je vois pas comment, même s'il n'y avait pas eu l'inflation globale, je vois pas comment les gens pourraient tenir d'avoir 60 balles d'abonnement. Si on fait un calcul, je crois qu'une fois je m'étais arrêté, il y en avait pour plus de 100 euros par mois d'abonnement si tu prenais toutes les plateformes sans la pub et tout. C'est, je pense, très peu de gens qui peuvent le faire et du coup très peu d'abonnés pour eux. Voilà. Et puisqu'on parle de publicité et de plateformes de streaming, eh bien, le marché de la pub aux États-Unis vient d'annoncer qu'il y aurait une hausse du marché de la publicité. Vous dites, ouais, ok, mais pourquoi tu m'en parles ? Eh bien, parce que, en fait, quand on rentre un peu dans les détails de l'étude et des annonces, eh bien, le marché de la publicité augmente, mais le marché de la publicité à la télé descend. Et oui, en fait, les plateformes de streaming, avec les offres publicitaires, ont en fait attaqué le marché un peu moins cher pour avoir plus d'abonnés, etc. Mais elles ont aussi directement attaqué le marché de la publicité télé. Et du coup, les premières personnes à en payer le prix, c'est la télé qui se retrouve à du coup avoir encore une fois une baisse. Alors il y avait une baisse d'audience au début, maintenant ça va être une baisse sur la publicité. Donc ces plateformes qui... c'est marrant parce que j'avais l'impression que le combat chaîne de télé, plateforme de stream, s'était un petit peu calmé. Et quand on pensait que la hache était enterrée, eh bien non. En fait, les plateformes de streaming ont fait ce move aussi pour aller taquiner, embêter ou poignarder, comme vous préférez, les petites chaînes de télé. Je continue ou tu veux nous faire des petites news, mon cher Kerr ? Bah oui, mon cher Greg, alors je vais terminer avec quelques petites news pour vous dire que la série Jack Reacher qui revient pour sa saison 2, la série Reacher, mais adaptée de Jack Reacher dont la saison 2 arrive très prochainement sur Prime, a déjà une saison 3 de prévue, donc ça c'est très cool. Moi j'avais trouvé la première saison vraiment très chouette. Zack Snyder apparemment, d'après Hollywood Reporter, serait en train d'écrire un 3e film sur Rebel Moon. Le premier arrive en décembre, c'est un des gros événements du mois de décembre. Donc il y croit en son Rebel Moon. Sachez que le tournage du nouveau Burton est terminé, c'est Beetlejuice 2. Une suite pour Tim Burton, avec un beau casting, Michael Keaton, Winona Ryder bien sûr, Willem Dafoe, Catherine O'Hara et Jenna Ortega, décidément qu'on voit partout. Il est prévu pour l'instant pour septembre 2024. Et puis moi je vais terminer par une avalanche de trailers, alors je ne vais pas les analyser, juste vous les citer. Avalanche de trailers qui sont sortis cette semaine. On a eu d'abord celui qui a fait beaucoup parler, le trailer de Mad Max Furiosa, avec Anya Taylor-Joy et avec Chris Hemsworth. Donc voilà, certains ont été un peu déçus parce que trop proche de Fury Road, d'autres ont été très emballés parce que très proche de Fury Road. Moi j'ai trouvé le dernier plan du trailer avec la Furiosa, Anya Taylor-Joy, très très réussi. Moi je suis très emballé, donc j'ai hâte de voir ça. C'est prévu pour 2024. Niveau film, c'est à peu près... non, il y a le trailer qui là par contre m'a beaucoup déçu, de Godzilla et Kong. Qu'est-ce que ça a l'air lourdingue encore ce truc, avec quand même la promo qui est lancée et qui disent qu'il va y avoir 8 minutes, alors ils n'ont pas dit que ça allait être dans le film, mais en tout cas ils ont fait 8 minutes de full effets spéciaux, sans acteurs, sans rien, de baston entre titans, donc Kong, Godzilla contre la nouvelle menace. Dans le trailer on a le droit à un Baby Kong. Bon alors le Baby Kong fait 30 mètres de haut quand même, mais bon quand même, donc parce qu'on avait bébé Yoda et bébé Groot, donc là on a bébé Kong, super. Voilà, au niveau des séries il y en a eu plein, il y a House of the Dragon et il y a une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder. On a également la saison 2 de Halo qui arrive en février. La première saison était très chouette, la bande-annonce m'a donné envie de continuer. Autre jeu vidéo adapté en série, Fallout, avec le duo Lisa Joy
Jonathan Nolan, donc, qui était derrière Westworld et qui va faire Fallout pour Prime Video, adapté des jeux vidéo. Ça a l'air complètement barré, donc pourquoi pas. Il y a un petit trailer qui est sorti cette semaine, il y a 2-3 personnes qui en ont parlé. Du coup, je m'associe à eux par solidarité. C'est GTA 6 qui a été annoncé et la sortie donc de GTA est pour 2025. Très inspiration ciné et série, bien sûr, dans ce trailer qui a fait énormément parler. Et je vais m'arrêter quelques secondes sur le trailer de la nouvelle saison de The Boys, très gore, qui m'a donné énormément envie de le voir. Cette nouvelle saison cette nouvelle saison de The Boys. Et mon cher Greg, il y a Jeffrey Dean Morgan. Alors, il avait été annoncé au casting et on le voit dans ce trailer et il balance une petite pique à Butcher. Il dit votre équipe, c'est quoi son nom déjà? Butcher répond c'est The Boys et lui il répond The Boys, c'est vraiment un nom de merde. Donc Jeffrey Dean Morgan qui est Negan bien sûr dans The Walking Dead, mais pas que. Hein. C'était aussi et surtout Donnie Duquette dans Grey's Anatomy pour l'éternité. Donc voilà. Jeffrey Dean, tu parlais de Supernatural, il jouait dans Supernatural si je dis pas de bêtises. Et sache que la série avec Negan et Maggie, je suis en train de la regarder en ce moment. Eh ben franchement, ça mérite pas que tu t'arrêtes dessus, mon cher Greg, je te le dis tout de suite. Ça s'appelle Dead City et c'était une fort mauvaise idée de la faire. Puisque je parlais de The Boys, sachez qu'il y a un nouveau spin-off qui a été commandé, qui va être produit par de Diego Luna et Gaël Garcia Bernal. Donc les deux noms, ça fait rêver, mais logiquement ils ne joueront pas dedans, ou peut-être un tout petit rôle. Ils sont producteurs exécutifs et c'est pour l'instant le nom de code de ce spin-off, c'est The Boys Mexico. Donc ça devrait logiquement, si on s'en suit au titre, se dérouler à Mexico avec un mec qui a bossé sur Blue Beetle à l'écriture qui s'appelle Gareth Dunet Alcocer. Et je découvre du coup par cette news qu'il y avait des scénaristes grecs sur Blue Beetle. Ça fait peur. À toi. Et est-ce que du coup tu nous parles de ce monsieur parce qu'il est de ta famille? J'ai entendu Kier dans son nom aussi. Je pense surtout que je l'ai mal dit. J'avais dit Alcocer, mais ça doit être Alcocer. Comme Pablo Alcácer, le footballeur espagnol. Très bien. Donc du coup je vais enchaîner avec un petit tunnel de mes dernières news. E1, qui est une société de production qui est possédée par Hasbro, qui est une société... Ah, Greg, on t'entend pas bien, tu passes dans un tunnel? 1, 2, 3. Un tunnel de news? Tu passes dans un tunnel de news? Ah. Vas-y. Ah, qu'est-ce qu'on est drôle! Oui. Du coup, mon cher Kerr, t'es puni, t'es pas à l'image. Et du coup, donc E1, moi, c'est une société qui... ça me rend triste qu'elle lui arrive des choses parce que E1, c'est la société qui, en fait, portait le film Donjons et Dragons et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il lui arrive des noises. 10% de ses effectifs vont être licenciés. Je pense que le film numéro 2 de Donjons et Dragons, on n'est pas prêt de le voir tout de suite. Zack Snyder, Kerr en parlait un petit peu plus tôt. Eh bien, il nous a annoncé qu'il venait de racheter les droits de Sang et de Cendres, Blood and Ashes, qui était son script originel pour faire la suite de 300. Warner s'était fâché avec lui suite à la production de Justice League. C'était le film qu'il aurait dû faire potentiellement après. Et le film n'avait pas été validé en interne. Il nous explique que c'est une amour, que c'est un film homo-érotique extraordinairement violent sur la Grèce des temps jadis et que évidemment vu toute l'attention autour de Justice League, le film n'a pas été validé et aujourd'hui il espère que le film puisse être financé ailleurs puisqu'il en a acheté lui-même les droits. Voilà, donc je sais que 300 c'était vraiment cool, une suite par Snyder ça pourrait être sacrément sympa. Petit message de Jodie Foster qui était interviewée et qui disait que elle qui était au cinéma, qui était dans le monde du cinéma depuis des années, on rappelle que c'était une enfant actrice, elle a vu de nombreuses phases du cinéma passer et que pour elle, donc les films de super-héros est une phase qui était trop longue. Elle explique, et ça m'a fait marrer, elle explique que les films de super-héros comme le sont, attends, je vais te le retrouver, Iron Man, Black Panther et Matrix, et Matrix. Mais que fait Iron Man là-dedans?
Donc du coup, le Matrix, je l'ai pas vu venir, je t'avoue, quand j'ai lu. Et sont exceptionnels, mais c'est tous ceux qui leur ressemblent en moins bien qui sont des déceptions. On enquille du coup avec la news d'après, puisqu'on parlait de super-héros. Tom Holland a répondu à une interview sur la suite, et il a dit qu'en fait, pour l'instant, la suite, elle était en réflexion, parce qu'il fallait que vraiment il y ait des vraies raisons pour lui de le ramener au cinéma. Il fallait pas que ce soit une suite pour une suite, et donc ça laisse sous-entendre qu'il ne serait pas sous contrat et qu'il va falloir payer du brousouf. Je rappelle que Tom Holland était un peu parté un peu sur les mêmes starting blocks que Timothée Chalamet dans leur carrière. Ce qui est marrant, c'est que les deux disent qu'ils sont souvent arrêtés. Timothée Chalamet, on lui demande des autographes de Tom Holland, et Tom Holland de Timothée Chalamet. Et le truc, c'est qu'en fait, visiblement, Tom Holland est souvent était sur les starting blocks avec Timothée Chalamet. Et là, Timothée Chalamet commence à une vraie carrière en dehors des blockbusters. Et il n'est pas associé qu'à une seule licence. Et c'est vrai que Tom Holland, c'est l'inverse. C'est l'homme de Spider-Man, et tout ce qu'il a pu faire, parce qu'il a fait beaucoup d'autres choses à côté, eh bien pour l'instant ne rayonne pas, et on peut comprendre que peut-être en tant que choix de carrière, il réfléchisse. Et c'est vrai que ça va être dur de faire un truc aussi ouf que de faire le truc, je vais pas vous spoiler, qui était fait dans le dernier. Mais tu parlais de Timothée Chalamet et de Tom Holland, beaucoup de gens les confondent. Mais il y a une autre personne que beaucoup de gens arrêtent dans la rue pour lui demander un autographe de Tom Holland, c'est François Hollande, et apparemment il en a vraiment marre. Hein. Ok. Et du coup, j'enchaîne par mes deux dernières news. Savais-tu, mon cher Kerr, je te mets l'image. Savais-tu, mon cher Kerr, que, eh bien, quels sont les revenus, à ton avis, des Oscars? 12 pesos. Eh bien, en fait, tu n'es pas très loin. Quand t'en sais rien, tu dis un chiffre au hasard. Non, mais voilà. donne pas une d'unité idée en comme ça, millions de dollars, combien les Oscars ramènent. Alors, je pense que ça dépend. Ils ramènent à qui? À ceux qui font les Oscars, à l'industrie total. hollywoodienne. C'est un chiffre valise. C'est au total à mon de avis, tous les pas revenus grand-chose. que génèrent les Oscars. Je sais pas grand-chose. Eh bien, 143,5 millions de dollars sont générés en revenus par les Oscars. Je n'en reviens pas. Ce qui est une hausse depuis l'année dernière, de 2022, qui était de 137,1 millions de dollars. Et j'ai halluciné. Pour moi, les Oscars, c'est un truc qui ramenait rien du tout à personne et qui était fait pour l'industrie, pour se faire kiffer. Et ben non, en fait. Et la gifle a donc créé une croissance des revenus, puisque plus de gens regardaient les Oscars en se disant mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Je termine par ma dernière news, qui est Disney a annoncé, ça fait 3 ans qu'ils avaient gelé la redistribution de dividendes, donc c'est après les bénéfices, on remet de l'argent aux actionnaires, et ça fait 3 ans. C'est l'effet la Reine des Neiges. Ils l'appellent comme ça en interne. Tu crois que c'est vraiment la Reine des Neiges? Faites pleuvoir du cristal de neige. Et donc en fait le truc, c'est que ça fait très cocaïne, hein. Ça fait plus que Picsou qui distribue des dollars, mais bref. Et donc du coup Disney, qui avait suspendu donc la remise de dividendes depuis 3 ans, ce qui était signe du fait que ça n'allait pas du tout, eh bien ont annoncé que ils allaient de nouveau mettre en place des dividendes pour tous les actionnaires de Disney, et ils auront, accroche-toi bien, mon cher Kerr, 30 centimes de dollars par action. Pour rappel, c'était 88 dollars par action en 2019. Et donc, là, il faut se dire un truc. Ça veut dire que Disney, qui ne va pas bien, pour que les actions en bourse arrêtent de se péter la gueule, parce que c'est ça la raison, donc disent, non, attendez, on va vous donner une partie de nos bénéfices. Dans une année où ils font très peu de bénéfices. Donc c'est encore moins d'argent qui va aller sur et où ils licencient plein de gens. Et donc, c'est là où je vais, c'est que en fait, comment ils font pour faire des bénéfices alors que c'est vraiment pas top. Et en fait, depuis qu'ils ont annoncé l'année dernière qu'ils feraient des économies,
Ils auraient, d'après des analystes financiers, entre les licenciements, le fait de changer l'histoire des prestataires, ce qu'on a entendu sur les graphistes qui étaient renégociés à la baisse, etc., ils auraient fait 7,5 milliards d'économies sur l'ensemble du groupe. Alors ça comprend le fait qu'ils ont dit qu'ils allaient supprimer des gens dans les parcs Disneyland, qu'ils avaient fait des coupures partout. Quand Alors, ils on les suppriment agrège... pas vraiment, hein, pour ceux qui étaient inquiets. Hein. Ils suppriment pas vraiment les gens. Hein. Ouais, c'est juste les postes. Mais du coup, c'est pas l'esprit Disney. C'est vraiment. Alors, c'est les signes d'une société qui va pas bien, qui essaye de se stabiliser. Et pour finir, du coup, on apprend dans tous ces rapports que Bob Iger, en fait, est en place pour encore 2 ans. Il a ouvertement dit que son contrat était encore sur 2 ans et qu'il espérait du coup bien préparer ces 2 ans avant de tranquillement retourner à la retraite. Parce qu'on rappelle qu'il était à la retraite et qu'ils l'ont rappelé parce que c'était trop Mais Greg, s'il part dans 2 ans, on sera encore dans l'effet Covid. Donc du coup, s'il va partir, il pourra ressortir l'excuse. Du coup, il pourra dire que les productions étaient écrites ou pensées pendant le Covid et que du coup, c'est pour ça que The Marvels 3 s'est encore pété la gueule. Donc moi, j'aime pas. Alors, en ce moment, il y a une grosse mode d'aller casser la bouche à Disney. Moi, j'aime beaucoup plein de licences Disney. J'adore Star Wars. J'adore plein de choses qui sont chez Marvel. Moi, j'ai envie que ça aille bien. Vraiment, j'ai envie que ça aille bien. Mais par contre, la succession des choix qui sont de prendre les gens pour des pigeons sur les parcs. Accessoirement, il y a pas mal de commentaires qui disaient mais pourquoi t'as dit que c'était 200 € la place à Euro Disneyland? C'est 200 € la place si vous ne bookez pas un jour spécifique. Si vous le bookez, c'est à prix variable, comme je le disais la semaine dernière. Et donc le truc, c'est que il y a beaucoup de choix qui sont faits contre un peu les consommateurs. Et donc c'est normal que les consommateurs n'aient pas envie de donner leur brousouf à Disney. Mais moi, j'espère qu'il y ait des super films Star Wars. J'espère qu'il y aura des super choses chez Marvel. J'ai adoré la saison 2 de Loki. C'était génial. Par contre, je me suis arraché les cheveux sur... Là, vous le voyez pas, mais derrière, je suis chauve. Là, derrière, je tirais comme ça, je m'arrachais les cheveux. Kerr avait, pour ceux qui regardent les vidéos d'il y a un an, Kerr avait vraiment un front couvert de cheveux. Là, il n'a plus rien. C'est juste à cause de Ahsoka. Voilou. Et du coup, mon cher Kerr, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, puisque j'ai rigolé un peu tout à l'heure. Voilà, j'ai rigolé un peu en disant que j'avais le même physique de Francis Ngannou. Je voudrais quand même féliciter ce sportif pour son incroyable combat qu'il a fait contre Tyson Fury, parce que c'était son premier combat de boxe. Et il a quand même tenu tête à Tyson Fury. Il a été le vainqueur du cœur du public, et moi de même. Donc voilà, bravo et merci aux tipeurs pour votre soutien. Merci à toi Greg, merci à Galadriel à la réalisation, merci à tous ceux qui vont mettre des commentaires, à tous ceux qui vont s'abonner, appuyer sur la cloche pour avoir les notifs. Voilà, et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao.